l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Comment garantir finalement à tout un chacun sa relation avec le sexe et les autres. Eh ben, ce sont toutes les questions que j'ai envie de poser aujourd'hui à mes invités. Bonjour mesdames. Je commence par vous, Valérie Piette. Vous êtes professeure d'histoire à l'ULB. Vous co-dirigez Stridge, c'est une structure de recherche sur le genre. Vous avez aussi publié avec Fabienne Bloch aux éditions Liberté, j'écris ton nom, ce petit livre dont on reparlera, Jouissez sans entrave, sexualité, citoyenneté et liberté, en 2016. Ouvrage dans lequel vous interrogez justement l'éducation à la sexualité, le rôle des plannings et les VRAS. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Alors, à côté de vous, Myriam Dilleman. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue de formation, spécialisée dans le domaine de la santé sexuelle ainsi que sur les questions de genre et de sexualité. Vous assurez, vous, actuellement la mission de coordinatrice à la Fédération laïque des centres de planning familial. À côté de vous, Cécilia Vieira d'Acosta. Bonjour Cécilia. Bonjour. Vous êtes psychologue, formatrice EVRAS et formatrice de formateurs. Vous travaillez au planning familial aimé de l'ULB. Et enfin, last but not least, Nelly Rungen-Schelum. Vous êtes docteur en médecine, Nelly, gynécologue, en gynécologie obstétrique. Alors en plus de pratiquer une médecine générale complète, vous avez fait une formation en planning familial et vous travaillez à la Free Clinic et au City Planning de Saint-Pierre. Oui. Tout ça est correct. Merci à vous d'être là, toutes les quatre. Valérie Piette, je vais commencer avec vous. Ça y est, nous sommes émancipés. On peut parler de sexe librement aujourd'hui, depuis mai 68. Enfin, plus sérieusement, planning et familiaux et VRAS, est-ce que c'est intimement lié à mai 68 ou pas? Oui et non. Non, d'abord, puisque le premier planning, la famille heureuse, voit le jour en 62 à Bruxelles, du côté francophone. Donc on est bien avant 68, alors tout dépend de ce qu'on appelle 68, voilà. Et qui se crée véritablement pour lutter contre les grossesses non désirées, pour lutter pour le droit à l'avortement, pour une contraception libre. Donc voilà, c'est un premier combat mené essentiellement par le monde laïque, et ça c'est 62. 68 et surtout les années qui vont suivre, c'est l'explosion du néo-féminisme avec le corps qui est mis en avant, le corps des femmes. Et donc là, les maisons de centres de planning familial qui vont voir le jour dans les années 70 un peu partout, il y a vraiment une explosion de ces centres de planning, sont des maisons extrêmement militantes, extrêmement féministes et qui luttent véritablement pour l'accès à la contraception, pour le droit à l'avortement, contre les violences sexuelles. Enfin voilà, il y a là véritablement en lien militant. Est-ce qu'on peut dire que mai 68, c'est vraiment l'émergence de la libération sexuelle pour la femme? Parfois, on a remis cette notion en cause, en question en fait. 68, non, certainement pas. 68, c'est peut-être une forme de libération sexuelle de l'homme, c'est-à-dire de pouvoir faire l'amour avec qui il veut, quand il l'entend. Et en gros, les femmes devaient servir un peu à ça. Donc, ça va à l'encontre de ce qu'on pense en fait. Voilà, hein. Certaines féministes vont d'ailleurs dire votre révolution n'est pas la nôtre. La nôtre, elle arrivera plus tard, au début des années 70. Donc c'est vrai qu'en 68, on a un peu l'image qu'au mois de mai 68, tout à coup, on va jouir sans entrave, enfin, après des siècles d'esclavage, d'une certaine manière, alors qu'évidemment, l'image est faussée. Et est-ce qu'on jouit aujourd'hui sans entrave? Bonne question, justement, alors que vous posez dans votre livre, avec Fabienne Bloch, je vous cite, « L'institutionnalisation des plannings est donc une forme de normalisation et l'aboutissement de longs combats, mais il serait totalement illusoire de croire que tout est gagné, une vigilance accrue s'impose, car il est des réveils plus difficiles que d'autres. » C'est un peu la raison de cette émission aujourd'hui, c'est qu'il faut évidemment continuer le combat, entre guillemets, pour proposer une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça dans nos sociétés aujourd'hui? Je crois que quelques chiffres, 18 viols par jour en Wallonie. On a vu le hashtag MeToo, le nombre de suicides chez les jeunes, notamment suite à de l'homophobie. On voit les actes d'homophobie là quotidiennement en France, mais aussi dans nos régions. Le constat est là. Je veux dire, il faut parler de sexualité, il faut parler de vie relationnelle, affective et sexuelle continuellement avec les jeunes. Je crois que c'est une nécessité et je crois c'est urgent. Alors, on va voir un peu comment les VRAS, ce que c'est d'abord, et comment on l'applique au jour le jour, que ce soit en planning familial ou à l'école. Nelly Rungen-Schelum, est-ce que vous voyez, vous, dont vous êtes médecin généraliste, est-ce que vous voyez au quotidien une évolution ces dernières années, une évolution des mœurs, des familles, des publics sur le terrain? Est-ce que les VRAS évoluent tout le temps? Alors, les VRAS, c'est deux choses. C'est déjà l'équipe EVRAS qui va dans les écoles, qui va parler dans des classes. Et là, effectivement, il y a une évolution. Parce que
en plus du rôle d'éducation et d'information, maintenant on attache aussi de l'importance au respect des différentes pratiques sexuelles, des différentes aussi tendances sexuelles des gens justement par rapport à l'identité du genre et tout. Donc c'est plus que contraception, IST, avortement. C'est aussi une autre dimension de la vie sexuelle et du respect de cette vie sexuelle et reproductive. Et vous, en planning familial, alors quel est votre job dans l'éducation à la vie sexuelle et alors, relationnelle? juste en consultation classique, donc les gens des fois ils viennent juste parce que ils veulent une contraception et tout, mais ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est aussi un refus de cette nouvelle contraception qui justement a un petit peu explosé après mai 68, la pilule et tout. Maintenant, il y a une espèce de, parfois pas de recul, mais je ne veux plus la contraception hormonale, je ne veux plus ça, je veux être à l'écoute de mon corps et tout. Donc on a aussi ce pendant d'une nouvelle non-contraception. Vous pensez que les jeunes sont plus informés qu'avant ou Oui. pas forcément? Oui. Ouais. Ils sont plus informés, mais ils ont aussi des idées beaucoup plus radicales et ils ont une prise de position qui est beaucoup plus importante du fait de l'information, mais aussi je pense que les réseaux sociaux, la télé et tout le reste véhiculent aussi certains messages. Alors avant de poursuivre avec nos deux autres invités, je vous propose d'écouter quelques interviews. En fait, voilà pourquoi l'émancipation sexuelle participe à la citoyenneté et pourquoi la laïcité en fait un de ses chevals de bataille. Réponse avec Henri Bartholomeüssen, président du Centre d'action laïque. Dès sa constitution, le Centre d'action laïque a été composé de 6 associations mères, si je puis dire, et le Centre des plannings familiales en faisait partie. Pourquoi? Mais parce que l'on pense que la libération sexuelle, la manière de disposer de sa vie, de son corps, de sa jouissance même, font partie de la santé mentale des individus, de leur équilibre, de leur libération. Et on ne peut concevoir, je dirais, un système de liberté collectif et individuel qu'à partir du moment où l'individu n'est pas contraint dans un système de permissivité ou de permission ou de prohibition. Surtout quand on voit un certain nombre de phénomènes sur le net notamment, ou de harcèlement simplement, et donc de retravailler avec les filles et les garçons sur ces notions du consentement aussi. Ça veut dire quoi je dis oui ou ça veut dire quoi je dis non, et ça me paraît essentiel si on veut en tout cas prôner une société qui soit plus égalitaire demain et donc plus émancipatrice pour les femmes. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit continuer, mais il faut savoir aujourd'hui qu'une étude a montré dès 2014 que les écoles font déjà beaucoup appel, à 70%, aux centres de planning familiaux comme étant les partenaires externes les plus aptes. Au niveau des partenaires internes, ce sont les centres PMS. Donc on voit qu'on a vraiment des partenaires qui ont des compétences et c'est, je pense, ce qu'il faut continuer à faire, valoriser cette expertise. On la soutient aussi par des projets ponctuels, notamment d'ailleurs pour cette année dans l'enseignement spécialisé. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il faut continuer à la fois la sensibilisation et le soutien de notre part. Alors comme nous l'avons vu, donc ces interventions, nous avons été les cueillir lors des états généraux de l'Evras et du planning familial qui a été organisé début octobre par le Centre d'action laïque. Myriam Dieleman, vous y étiez. Est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, historiquement et sur le terrain, vous qui coordonnez à la Fédération donc des centres planning laïques, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'Evras aujourd'hui, l'éducation à l'école et le centre de planning familial sont intimement liés? Mais oui, bien sûr. Donc non seulement Valérie a rappelé 68, 70. À ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est un peu avant, mais de plus en plus au cours du temps, c'est la création des centres de planning familial qui se mobilisent autour des questions de sexualité et de libération sexuelle d'une manière ou d'une autre. On peut effectivement discuter du terme. Mais donc, depuis les années 70, les centres de planning familial se préoccupent de porter une information à la jeunesse, je dirais, autour des questions de sexualité. Évidemment, au cours du temps, les questions ont évolué parce que les populations ont évolué, les problématiques ont évolué. Et aujourd'hui encore, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation sexuelle, elle fait maintenant partie des missions de l'école, on y reviendra, je pense. Les centres de planning familial sont parmi les acteurs les plus importants qui interviennent dans l'école pour faire l'éducation sexuelle, aux côtés notamment des centres PMS et des centres PSE. Alors, vous venez d'en parler, alors abordons-le. Est-ce que l'Evras est obligatoire dans les écoles et qui oblige et dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a vraiment des